Comment défendre au mieux le sort de notre planète en danger? C'est le grand angle de ce samedi 11 juin. Défendre le climat, oui, mais il y a plusieurs façons de le faire. La méthode institutionnelle ou la méthode coup de poing. Laquelle est la plus efficace? Comment défendre au mieux le sort de notre planète en danger? C'est notre grand angle avec vous, Pierre Canet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur du plaidoyer de WWF France. Votre ONG lance Classé F, un thriller politique audio produit pour lutter contre la déforestation. On en écoutera un extrait tout à l'heure. Et avec nous également Sacha. Bonsoir à vous. Bonsoir. On taira votre nom de famille à votre demande. Vous êtes membre de Dernière Rénovation. Ce nouveau mouvement est une revendication unique que le gouvernement français s'engage à assurer la rénovation du parc immobilier d'ici à 2040. Vous avez le même objectif, défendre le climat, mais deux approches différentes. Est-ce que vous pensez que le temps est venu aujourd'hui d'aller sur des actions plus ciblées et peut-être plus impactantes? Ces actions, elles ont existé, elles voient de plus en plus le jour avec beaucoup de jeunes engagés, parfois des retraités aussi. Et donc l'objectif, c'est la mobilisation générale. Chacun avec son envie, ses talents, et puis surtout son engagement, parce qu'effectivement, il n'y a plus de temps à attendre. On l'a vu cette semaine au Parlement européen, avec des rebondissements sur les objectifs climatiques et ce marché carbone. Donc toutes les mobilisations sont bonnes à prendre et peuvent t'aider à aller vers plus d'ambition politique. Toutes sont bonnes à prendre, mais est-ce qu'il y en a qui sont meilleures à votre sens? Pour moi, c'est très complémentaire et Dernière Rénovation, en fait, on se positionne vraiment comme le relais des experts. Notre revendication sur la rénovation énergétique des bâtiments, on reprend en fait une mesure de la Convention citoyenne pour le climat et en fait, on va jusqu'à la perturbation pour faire en sorte que le gouvernement ne puisse pas faire autre chose que d'écouter notre revendication. Alors, on va en voir un exemple. Votre groupe a été lancé en février. Il appelle donc les citoyens à entrer en résistance civile en menant ces perturbations non violentes. Vous en avez mené une ce matin. On va regarder, ce sont vos images. Vous avez interrompu la circulation d'un grand texte de la capitale française. C'était ce matin. Vous aviez déjà bloqué à 2 reprises le périphérique parisien, puis une autoroute en avril. Vous voulez multiplier les actions coup de poing. Bloquer le trafic, c'est efficace pour sauver le climat ? La perturbation, ça nous permet de véhiculer notre message. C'est ça aussi qu'il faut retenir, c'est que aujourd'hui, les débats sont bouchés, les marches pour le climat ne servent à rien. Et en fait, c'est par des actions comme celle-ci qu'on a envie qu'on parle du fond, en fait. Et en fait, on a envie de remettre en avant notre demande et qu'on parle de ça. Et aujourd'hui, c'est la seule manière qui nous reste et on est prêt à tout pour obtenir gain de cause et la victoire. Ça vous paraît efficace ? En tout cas, on en parle aujourd'hui. Et je pense que plusieurs actions peuvent aider à faire parler de ces sujets. Nous, WWF, on est très attachés à pouvoir toucher le plus grand public possible. Donc c'est ce qui nous a amené aussi à sortir ce thriller audio. Donc c'est toucher les gens d'une autre façon et peut-être que certains publics seront sensibles à cette action. Mais est-ce qu'il n'y a pas une forme de violence parfois dans les actions que vous menez? Vous dites c'est non violent, mais là on voit quand même que vous faites dégager de façon un petit peu musclée. Nous, on reste toujours non violent. C'est primordial. Après, oui, il peut y avoir de la violence qui est perpétrée contre les bloqueurs, contre les citoyens et les citoyennes qui essaient de véhiculer ce message. Puis la question qu'il faut se poser, au-delà de la forme et des différents types d'actions, je pense c'est pourquoi cette action elle a été menée. Pourquoi aujourd'hui il y a ce blocage? Pourquoi nous, WWF, on sort un podcast pour toucher le grand public aussi et les gens qui ne sont pas forcément concernés par ces questions de la déforestation? On va écouter un extrait, voilà. Si vous voulez bien, votre podcast. Vous lancez donc ce thriller politique audio. C'est une plongée au cœur du Parlement européen. Iris est stagiaire, elle est la fille d'un lobbyiste. Elle tombe sur des informations sensibles concernant le projet de règlement visant à lutter contre la déforestation qui se discute en ce moment au Parlement européen. À ses côtés, Marc, un journaliste engagé, est prêt à faire la lumière sur cette affaire. On écoute donc un extrait. Dans les documents que j'ai vus, il y a des photos avec des traces de sang. C'est une donnée publique? C'est pas ça qui est important. Si, c'est important. On parle des forêts, mais ce village, est-ce que c'est une donnée publique? Est-ce qu'on peut recentrer le débat? Je te demande juste si c'est une donnée publique. Non, Iris, ce n'est pas une donnée publique. Tu joues à quoi, là? Enfin, on peut pas fermer les yeux. Il faut prévenir le député Chalon de leur situation. C'est important. Attends, on va le prévenir de rien du tout, Chalon. Tu crois qu'il a que ça à foutre de gérer l'avenir d'un village? Tu crois qu'il a pas d'autres pressions à prendre en compte? Il suit 10 projets de loi en même temps. C'est pas un député sur 700 qui va changer la donne. Mais s'il prenait connaissance des documents, il pourrait peut-être accélérer la loi, intervenir sur les entreprises européennes, les empêcher... Mais de quels documents on parle? T'es même pas censé les avoir lus, ces documents. On est au cœur des institutions politiques. C'est là que ça se joue. Vous en êtes convaincu?
La décision, elle est prise effectivement dans ces institutions. La question, c'est comment ces décisions sont prises. Et donc, en tant que citoyens, nous, on sait l'enjeu au niveau planétaire. Là, on parle de déforestation. Ne serait-ce que le mois d'avril, il y a eu l'équivalent de 140 000 terrains de foot qui ont été détruits en un mois. Donc, l'enjeu est énorme. Nous, en tant que citoyens, on est alertés de tout ça. Mais on sait aussi que les décisions sont prises au Parlement européen avec des lobbies qui agissent. Justement, Iris, elle est stagiaire, donc elle est plongée jeune pendant ses études dans cette arcane politique où finalement on voit le poids des lobbies et puis on voit des députés européens qui ne sont pas toujours au niveau, même pas du tout au niveau, face malheureusement à ce désastre planétaire qui a de fortes conséquences. Un divertissement audio, c'est un bon outil de sensibilisation. Vous avez des retours? Est-ce qu'on vous écoute? Oui, alors là, on a quelques milliers de personnes qui ont écouté ce podcast, classé F. Vous pouvez à le l'échelle de trouver la sur les planète, c'est pas plateformes. énorme. C'est pas énorme. Par contre, on a 2 millions de personnes qui nous ont soutenus aussi par une pétition qu'on a lancée. Donc il y a plein de formats possibles pour alerter les décideurs. Et puis, il y a bien sûr des rapports, c'est ce que l'on fait. Donc on doit s'assurer pour que notre action, on appelle plaidoyer, parce que ce n'est pas du lobbying comme un industriel, il y a plein de formats possibles. Donc là, on parle d'une pétition avec des centaines de milliers de personnes qui ont agi. Et là, l'enjeu, c'est en tout amont de faire comprendre comment les décisions sont prises au Parlement européen. Sacha, vous y êtes sensible? Un podcast, par exemple, ça peut vous sensibiliser sur le sort des forêts de la planète, sur la déforestation? Ça marche sur vous? Ouais, à titre personnel, ça marche beaucoup. La raison aussi pour laquelle je suis rentrée en résistance civile et que je porte ma revendication aujourd'hui, c'est parce que je me suis renseignée et j'ai eu toutes ces informations et on m'a mis face à l'urgence climatique dans laquelle on est. Et du coup, les chiffres que tu viens de donner moi, me font froid dans le dos. Et c'est vrai qu'en fait, on prend conscience de tous ces chiffres-là. Et c'est grâce à des personnes qui font du plaidoyer et sur lesquelles nous, on s'appuie avec Dernière Rénovation. Donc, qu'on peut mener nos actions. Vous avez décidé de partir sur une autre question, celle de la rénovation énergétique. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il faut cibler les combats? Est-ce que, par exemple, lutter contre la déforestation à l'échelle de la planète, ça vous paraît trop vaste comme cible? Je pense qu'il y a beaucoup de domaines sur lesquels il faudrait travailler beaucoup plus par rapport au climat. Aujourd'hui, on a choisi la rénovation énergétique des bâtiments parce qu'à nos yeux, dans le climat dans lequel est la France, c'est la meilleure manière de réduire nos gaz à effet de serre et c'est une mesure hyper juste aussi socialement. En fait, en isolant les maisons. Mais est-ce qu'il ne faut pas avoir une vision plus globale en fait sur la défense du climat? Je pense que on en a un peu marre de se gratter la tête, de se demander est-ce qu'il n'y aurait pas un meilleur plan. Aujourd'hui, je crois en ce plan. Je crois qu'en ayant une demande qui soit hyper claire, hyper simple et hyper juste, et c'est comme ça qu'on peut obtenir une première victoire et ensuite inspirer d'autres mouvements de résistance civile similaires. L'image a fait le tour du monde, celle d'une de vos membres qui a interrompu la demi-finale homme de Roland-Garros. Elle s'était attachée par le cou au filet du court de tennis, on la voit là, avec un message sur son t-shirt, il nous reste 1028 jours. Quels échos vous avez eu après ça? Les 1028 jours ont fait grand retentissement. C'est important de repréciser que les 3 ans qui nous restent, c'est une fenêtre d'action qui est en train de se rétrécir et qu'après, on va aller vers des réchauffements qui vont amener une planète qui ne sera plus habitable. Donc oui, dans 3 ans, on ne va pas mourir, c'est pas la fin du monde. Mais cette action, concrètement, elle a eu quelles répercussions sur votre mouvement? Quelles conséquences? Une grande visibilité. Là, on a plus de 2000 signatures pour rejoindre la campagne Dernière Rénovation sur notre site internet. Les gens prennent conscience de l'urgence dans laquelle on est et que c'est un appel à tous, et je vous appelle aussi à entrer en résistance civile face à l'urgence climatique. Alors on verra si après cette interview, ça déclenche d'autres vocations aussi. Mais là, vous parlez de 2000 inscriptions, je crois, signatures. Ouais. Vous parlez de 5000 écoutes. Est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même que ça ne suffit pas, même avec toute la bonne volonté? On parle de l'échelle d'un pays comme la France qui compte quelques dizaines de millions de personnes. Ça vous décourage pas? Disons que c'est les gens qui rejoignent ou écoutent ces podcasts. On ne fait pas de l'audimat, nous, sur ces questions. On regarde si les décisions sont prises. Il ne s'agit pas de faire de l'audimat, mais de toucher les gens. Est-ce que vous avez l'impression de toucher les gens? Alors là, on s'en réfère aux enquêtes d'opinion. Et ce qu'on voit, c'est que l'environnement reste parmi les préoccupations les plus fortes. Je vous donne un exemple, celui des élections présidentielles, puisque le VVF, on a été très impliqué pour pousser les candidats à plus d'engagement. L'entre-deux tours, Emmanuel Macron ne parlait pas d'écologie. Je rappelle qu'on est dans une période de réserve. On ne va pas parler trop de politique française puisqu'il y a les élections législatives. C'est ça qu'on vise aussi. Et donc c'est aussi
regarder du point de vue des politiques les engagements qui sont poursuivis. Justement, il y a ce projet, Ouais. il y a ce projet au niveau européen qui est en train de se mettre en place, projet de loi pour protéger Contre les la forêts, déforestation, contre la ouais. déforestation. C'est la France qui va mener ce projet. Est-ce que vous pensez que c'est le bon pays pour le faire? Elle est présidente du Conseil de l'Union européenne et donc jusqu'à la fin du mois de juin, elle a cette responsabilité d'animer le débat au niveau européen avec effectivement fin juin un Conseil européen qui sera très important avec les ministres de l'Environnement. Et là, c'est très concret. On parle de rénovation. En fait, il ne faut pas opposer les sujets les uns aux autres parce qu'on doit transformer radicalement notre modèle de consommation et de production. Déforestation, juste en 10 secondes, c'est interdire sur le marché européen les matières premières, soja, maïs, EVA, cacao et également les produits transformés qui sont liés à la déforestation. Et donc, si cette décision est prise au niveau européen, c'est une transformation majeure et c'est lié à la fois à ce que des organisations ont pu faire, des mouvements de jeunesse pour alerter, pour bloquer, pour mobiliser, et c'est lié aussi à des organisations qui sont investies à Bruxelles jusqu'à des documents de plaidoyer, des amendements qui sont portés au plus près de la décision. Sacha, vous vouliez intervenir? Ouais, juste pour revenir par rapport au nombre de signatures, je pense qu'il est important que qu'on se réapproprie notre pouvoir d'agir et que chaque personne a le pouvoir de faire quelque chose. Et aujourd'hui, on a eu 2000 signatures. Peut-être qu'à l'échelle de la France et de toutes les personnes qui nous écoutent, ça peut paraître petit, mais c'est énorme en fait. Et même à l'échelle individuelle, il faut se réapproprier notre pouvoir d'agir et c'est notamment en faisant des actions comme ça. Vous êtes un mouvement dissident, si vous me passez l'expression d'Extinction Rébellion. Pourquoi avoir fait scission? Alors, c'est pas vraiment une scission, c'est juste que Dernière Rénovation est une campagne qui a un nom différent et qui est une campagne indépendante, différente. Mais il ne vaudrait pas mieux y aller ensemble pour faire bloc et pour justement... Oui, mais on partage nos convictions avec Extinction Rébellion. Sur la question de la déforestation, donc il y a cette politique européenne qui se met en place. Est-ce que vous pensez quand même qu'il y a une conscience? Parce que l'Union européenne, le continent européen, est responsable au second plan au niveau planétaire de la déforestation. Deuxième déforestation. Est-ce qu'il y a quand même une prise de conscience au niveau européen? Vous en êtes d'accord? Le simple fait au niveau d'un continent entier de mettre en place cette nouvelle réglementation, c'est bel et bien qu'il y a une conscience politique. Donc la Commission a fait des propositions l'an dernier. On avait relevé des avancées, des perfectionnements à apporter. Je vous donne un exemple dans cette réglementation. On lutte contre la déforestation, mais pas forcément contre la destruction des écosystèmes naturels. C'est-à-dire au-delà de la forêt, vous avez des prairies, des savanes, des zones humides qui sont détruites par une agriculture agro-industrielle qui malheureusement aussi dans l'Union européenne compte dans les décisions qui sont attendues. Donc c'est un sujet pour nous d'avoir une réglementation très large et la conscience politique va nous permettre de gagner des choses, mais pas totalement, on va dire, ce qu'on aimerait. Le WWF France Appelle le Grand Public a interpellé le gouvernement français à l'aide d'une pétition. Le mot de la fin pour vous, très rapidement, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui la société civile est assez entendue sur ces questions d'environnement? Non. Non, mais c'est... à mon sens, par des actions comme ça qu'on va se faire entendre et on ne lâchera pas tant qu'on n'aura pas obtenu gain de cause et qu'on n'aura pas la victoire. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci à vous deux. Merci Sacha, merci Pierre Canet d'être venu dans 64 minutes.